Bonjour Jean Messia. Bonjour. Ravi de vous retrouver chez nous. Jean Messia, vous aviez un petit mot peut-être à adresser même à Sandrine Rousseau, pourquoi pas en tout cas réagir à des propos de Sandrine Rousseau au sujet de Boualem Sansal. Oui, comme vous le savez, Sandrine Rousseau a été l'invitée de la matinale de Bourdin, où elle a fait des déclarations absolument scandaleuses, puisque lorsque Bourdin lui demande ce qu'elle pense du fait que Boualem Sansal soit embastillé et n'ait pas le droit de voir son avocat, eh bien, tout en feignant de s'en offusquer, Madame Rousseau déclare que Boualem Sansal n'est pas un ange et va jusqu'à dire que c'est un suprémaciste et un raciste. Et à demi-mot, elle dit que bon, en plus, il aurait blessé le sentiment national algérien, reprenant pratiquement mot pour mot le verbatim, la phraséologie du régime algérien. Donc ça montre plusieurs choses. Ça montre d'abord l'inféodation de la gauche et de l'extrême gauche au parti de l'étranger, à l'étranger de manière générale, que cet étranger soit sur notre sol ou soit à l'extérieur. Donc ça pose quand même problème. On a connu une Sandrine Rousseau quand même beaucoup plus allante et beaucoup plus convaincante lorsqu'il s'agit de défendre les djihadistes. Rappelez-vous cette déclaration inoubliable de l'intéressée qui disait qu'il fallait rapatrier tous les djihadistes français. Et elle militait fanatiquement pour le rapatriement de tous ceux qui avaient pris les armes contre la France au motif que lorsqu'ils seraient sur le territoire français, ils seraient mieux surveillés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces déclarations hallucinantes. Donc en fait, Sandrine Rousseau prenait fait et cause pour la défense des droits des djihadistes. En revanche, la défense d'un écrivain français de talent qui, pour le coup, est venu d'ailleurs, mais a bu aux sources intellectuelles, culturelles, historiques d'ici, qui est devenu français, qui s'est vu remettre la nationalité française par le président de la République en personne, eh bien, Madame Rousseau considère que le simple fait que Boualem Sansal soit devenu français, eh bien, c'est quelqu'un d'extrême droite. Ouais. C'est quand même assez hallucinant. Donc, si vous voulez, alors, quant au sentiment national algérien, j'ai envie de lui dire ce matin, mais Madame Rousseau, à chaque seconde sur notre territoire national, vous avez des millions de racailles qui blessent, qui entaillent, qui charcutent le sentiment national français. Alors, est-ce que vous voudriez voir réserver le même sort carcéral à ces gens que celui qu'on a réservé injustement à Boualem Sansal? Tout ça n'a ni queue ni tête, et Sandrine Rousseau serait bien inspirée de retrouver une boussole nationale plutôt que de se perdre dans la forêt d'un imaginaire anti-français. Vous savez, nous vivions dans un pays, dans un système idéologique formidable qui veut que lorsque un immigré reste immigré, qu'un immigré qui encore mieux crache sur la France, toute la gauche et l'extrême gauche et la diversité islamisée vous disent c'est un Français. Si vous dites par exemple qu'un Yassine Bellatar, qui a affirmé à maintes reprises qu'il ne désirait pas s'assimiler à la France et qu'il n'en avait que faire de la France, si vous dites de Yassine Bellatar que c'est un Marocain, vous êtes une raciste. Et là, les gens disent qu'il est algérien, c'est exactement. pas français. Et par contre, lorsqu'un immigré s'assimile à la France, et j'en fais moi-même tous les jours les frais, lorsqu'un immigré s'assimile à la France, aime la France, défend la France, c'est un traître à ses origines. Il sera jamais vraiment français. Il sera jamais vraiment français. Donc en fait, cette lecture, si vous voulez, des trajectoires différenciées des immigrés en fonction de leur assimilation ou de leur non-assimilation, en dit long sur le système idéologique. Quand je parle d'un système antinational, on me reproche souvent le mot. Mais si c'était un système national, il adulerait les immigrés qui s'assimilent et les défendrait bec et ongle. Il serait fier que la nation qui a accueilli des gens venus d'ailleurs ait cette capacité, cette puissance à transformer un étranger en français et à en sentir une très grande fierté, presque en les mettant sur des piédestals. Or non, ceux qu'on met sur des piédestals aujourd'hui, ce sont ceux qui haïssent la France. Demandez Obono, Daniel Obono, on vous dira magnifique, c'est une magnifique française. Demandez Rokhaya Diallo, on vous dira c'est une magnifique française. Demandez Yassine Bellatar, on vous dira que c'est une magnifique française. Demandez l'imam Iqwisen, on vous dira que c'est un magnifique français. Mais demandez Boualem Sansal, c'est un Algérien.
Demandez Jean Messia, c'est un Égyptien. Demandez Sonia Mabrouk, c'est une Tunisienne. Alors que on voit bien dites-moi quelle immigration vous aimez, je vous dirai quelle idée vous avez de la France. Vous savez, imaginez que, on va dire, je sais pas moi, Boualem Sansal avait été enfermé en Israël. Là, je peux vous dire que toute la gauche, l'extrême gauche, l'Assemblée nationale, ils auraient fait la danse du ventre. Ils se seraient enduits de monoeil et dansé sous les stroboscopes, tout nus, pour obtenir sa libération. C'est bizarre. Bizarrement, effectivement, il n'y a à peu près personne. Enfin, qui demande un mandat d'arrêt international pour séquestration abusive d'un citoyen français? Que lui est-il reproché? Enfin, je veux dire, Boualem Sansal n'est ni un criminel endurci, ni un délinquant. C'est ce qu'on appelait naguère en Union soviétique les réfusniks. Tous ces personnes, qui étaient des dissidents. Alors, je veux bien croire que pour l'Algérie, ça soit un dissident, mais l'Algérie, en fait, je pense que Boualem Sansal est pris dans une affaire beaucoup plus large entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire que vu que la France avait pris, enfin en tout cas Emmanuel Macron avait pris fait et cause pour le Maroc dans l'affaire du Sahara occidental, l'Algérie ça n'a pas échappé à l'Algérie que Emmanuel Macron avait naturalisé en personne Boualem Sansal, et le fait donc d'avoir emprisonné quelqu'un que le président de la République française en personne avait naturalisé, c'est une geste qui n'a échappé à personne et une provocation qui n'a échappé à personne, sauf peut-être à Emmanuel Macron lui-même, puisque de toute façon, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'on attaque la France ou qu'on s'attaque à la France, c'est presque du pain béni, donc y compris s'il devait s'asseoir sur son orgueil et sa fierté, ce qui est le cas de l'espèce. Oui, d'abord parce que je pense que le sort de la Syrie a été scellé dans des réunions régionales beaucoup plus larges, dans un espèce de billard à 3 bandes entre la Turquie, l'Iran et la Russie. La Russie, comme vous le savez, est accaparée sur le front ukrainien. Lorsque les djihadistes ont repris leur offensive, la Russie n'est pratiquement pas intervenue alors qu'elle dispose de 2 bases, une aérienne et une navale en Syrie. Cette fois-ci, il n'y a eu quasiment aucun bombardement, contrairement à 2015, lorsque l'État islamique était flamboyant et conquérant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a eu un accord, évidemment, avec la Turquie, qui est un des parrains de ces djihadistes. Donc, si vous voulez, le fait que les djihadistes français soient sur place, à mon avis, n'a pas beaucoup influencé ces grandes négociations secrètes internationales d'une réunion qui a eu lieu à Doha, comme vous le savez, au cours de laquelle le sort de la Syrie a été scellé. D'ailleurs, je constate que on grime aujourd'hui un ex-membre d'Al-Qaïda et un ex-leader de l'État islamique, en la personne d'Al-Joulani, actuel leader des djihadistes en Syrie. On le grime en modéré. Demain, on nous dira qu'il est gay-friendly. Donc, si vous voulez, moi, je suis très étonné par ça. Alors, apparemment, les Américains auraient obtenu que si califat il y a, il reste circonscrit au territoire syrien, avec un respect des minorités, pas d'excès, mais ça leur convient. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que, excusez-moi, moi, je préfère... Alors, si vous me dites, en admettant que vous ayez raison, et que les djihadistes français aient, comment dirais-je, sinon créé, du moins entretenu l'instabilité en Syrie, je préfère que ce soit en Syrie plutôt qu'en France. Qu'est-ce qui nous oblige à rapatrier ces gens-là pour qu'ils créent l'instabilité et le désordre et le chaos chez nous? Et pour vous, c'est les intérêts, ça, de la France avant tout, oui. Bien sûr. Je veux dire, alors c'est malheureux, hein, mais comme disait le général de Gaulle, la France n'a pas de pays, elle n'a que des intérêts. Et puis bon, nous sommes bien le pays des libertés, et nous prenons la liberté à travers le monde entier. Ces gens qui sont partis, qui ont quitté notre nation, qui l'ont quitté, comment dirais-je, spirituellement et identitairement, qui ont brûlé les papiers que la France leur avait accordés, leurs papiers d'identité. C'est fort quand même de brûler son identité symbolisée dans un document administratif. Ces gens-là, ils ont choisi leur camp. Comme disait Charles Pasqua, pourquoi voulez-vous qu'on force des gens à être français s'ils ne le veulent pas? C'est quand même extraordinaire. Donc, si vous voulez, ces gens-là sont partis, ils ont choisi leur camp. Et donc, vae victis. S'ils croupissent dans des camps, tant pis pour eux. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est comme ça. S'il y a bien une minorité qu'on doit accueillir,
Oui. c'est la minorité chrétienne. Alors après, si vous voulez, c'est plus complexe. Moi qui suis chrétien d'Orient, je connais un peu la problématique. C'est que vous avez aussi beaucoup de responsables religieux de chrétiens d'Orient qui ne veulent pas de cette hémorragie des chrétiens d'Orient, parce qu'ils disent à juste titre que les chrétiens d'Orient sont les premiers propriétaires de cette terre. Ils sont chez eux là-bas. Que ce soit les Coptes, qui sont descendants des pharaons, les Maronites, qui sont descendants des Phéniciens, les chrétiens assyriens, qui sont parmi les premiers chrétiens au monde, toutes ces communautés-là étaient présentes bien avant l'arrivée de l'islam. C'est leur pays. Et donc, je dirais, de quel droit ces gens-là devraient laisser la place à des envahisseurs ou à des gens qui sont arrivés après eux. Vous comprenez? Et moi, je suis assez sensible à cet argument parce que je n'aimerais pas un jour me retrouver minoritaire en France avec des gens qui me disent « Bon, écoutez, maintenant que les musulmans sont majoritaires et que vous êtes minoritaires et que vous souffrez de persécution, le plus simple, c'est de quitter votre pays. » Moi, j'ai déjà perdu un pays, si vous voulez, je ne tiens pas à en perdre un deuxième. Enfin, je rappelle quand même aux auditeurs que nous avons eu des précédents. Rappelez-vous, parce que j'entendais l'analyse assez intéressante d'Antoine Basbous, le spécialiste du Moyen-Orient sur BFM, qui disait « Oui, mais là, c'est tout à fait autre chose, parce que vous savez, le changement vient de la Syrie elle-même, c'est un changement endogène. Ça n'a rien à voir avec les changements dits exogènes, de changements de régime qui sont imposés par l'extérieur. C'est-à-dire en Libye, c'était des armées étrangères, françaises et anglaises, pour ne pas les citer, qui avaient précipité la chute de Kadhafi, et Saddam Hussein, c'était l'intervention américaine de 2003 qui avait précipité sa chute. Et il dit, en Syrie, c'est pas du tout la même chose. Syrie, c'est le peuple syrien, c'est les Syriens, et donc on peut espérer que comme le changement est venu de la Syrie et des Syriens eux-mêmes, bien, le sort, en tout cas la trajectoire ultérieure ne sera pas identique. Je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Rappelez-vous de l'Iran. Le Shah d'Iran, il n'est pas tombé parce que y a eu des bombardements sur Téhéran. Le Shah d'Iran est tombé à peu près de la même manière, ou en tout cas dans les mêmes conditions visuelles que Bachar el-Assad. Et à l'époque, je vous rappelle que lorsque le Shah d'Iran est tombé, il y avait des millions d'Iraniens dans la rue, une liesse populaire comme jamais le Téhéran avait assisté, pour se féliciter du départ du Shah. Et les canards de gauche et d'extrême gauche en France, qui avaient des yeux énamourés pour l'ayatollah Khomeini, prétendaient que c'était l'ouverture d'une nouvelle ère, où on verrait un Iran plus libre, etc. On a vu ce que ça a donné par la suite. La République islamique d'Iran, qui ferait passer le Shah pour un pluraliste et un démocrate. Et on a eu le régime des mollahs. Voilà, ça c'est le premier exemple. Et alors évidemment, pour généraliser, on peut aussi penser aux deux autres exemples que sont la Libye et l'Irak de Saddam Hussein. Qu'est-il advenu lorsque vous entendiez les déclarations de l'inénarrable Bernard-Henri Lévy suite à la chute de Kadhafi? Une nouvelle ère s'ouvre, la Libye va devenir un pays démocratique. Enfin, le peuple libyen va goûter à la liberté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le pays est aux mains en partie de djihadistes, de l'autre partie de mafieux, et de troisième partie de militaires. Quel talent ce BHL. C'est quand même incroyable. La même chose pour Saddam Hussein. Alors évidemment, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on prend pour exemple absolu ou modèle absolu un Kadhafi ou un Saddam Hussein ou un Bachar el-Assad ou même un Shah d'Iran pour les plus anciens. C'est pas ça la question. La question, c'est que on ne peut pas, si vous voulez, comparer ces pays avec les standards qui sont les nôtres. La démocratie, d'abord, la démocratie, je vais vous dire, elle ne naît de manière endogène que dans les pays à tradition judéo-chrétienne. Il n'y a pas, ça va peut-être choquer ce que je dis, mais il n'y a pas une autre civilisation que judéo-chrétienne qui a accouché, enfanté par elle-même de la démocratie. Les seuls exemples étrangers que l'on a, c'est l'Inde, la Turquie et le Japon. L'Inde, parce qu'elle avait une philosophie et un système culturel qui était pas rétif à l'habeas corpus de la Grande-Bretagne et donc qui a pu absorber en quelque sorte le modèle démocratique britannique. Le Japon, il a fallu 2 bombes atomiques pour le convertir à la démocratie, excusez du peu. Et quant à la Turquie, la Turquie a imposé les valeurs démocratiques occidentales avec la dictature. C'était Atatürk qui a été jusqu'à occidentaliser l'alphabet turc, qui s'écrivait naguère avec l'alphabet arabe. Et maintenant, il s'écrit avec l'alphabet occidental, ABCD.
Donc c'est vous dire que les seuls exemples de naissance de démocratie de manière endogène, de manière évolutive dans le cadre d'un processus, ça n'a existé que dans des sociétés chrétiennes. Et donc si vous voulez vouloir imposer un processus qui est interne, qui est propre à la civilisation judéo-chrétienne, qui est celle du respect des libertés publiques, des libertés individuelles, la naissance du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, etc., dans des nations et des cultures et des identités qui ne sont pas chrétiennes, ça donne des désastres. Regardez ce qu'est devenu l'Irak après Saddam Hussein, regardez ce qu'est devenu l'Iran après le Shah, regardez ce qu'est devenu la Libye après Kadhafi, et demain on dira, regardez ce qu'est devenu la Syrie après Bachar el-Assad. Donc si vous voulez, tous les moutons bêlants que l'on entend depuis quelques jours, qui se félicitent de la chute d'Assad, moi je n'ai pas de sympathie particulière pour Bachar el-Assad, mais je dis, est-ce qu'on choisit entre le mal et le pire ? On choisirait quoi ? On choisirait certainement pas le pire.